heures pour parler donc d'un sujet assez important, voilà, autour de la question donc l'argent est-il en crise. Pour ça, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervenants et intervenantes. Donc ça va se passer en 3 temps même. Donc un premier temps avec l'intervention de Pascal Rogero, suivi par Marie Attard, et ensuite de Frédéric Bosquet. Puis ensuite, on va prendre un petit temps d'échange pour prendre quelques questions dans la salle et continuer avec les interventions donc, de Georges Ders, Marianne Charles qui est avec nous en visio, et ensuite on finira donc avec Claude Exposito. On reprendra quelques questions et ensuite donc les personnes qui sont en train de faire la fresque de l'économie de la fonctionnalité de la coopération nous rejoindront, nous présenterons un peu les travaux qu'ils ont fait pendant l'atelier et on reprendra quelques questions, voilà. Donc commençons d'abord donc présentation donc, des 3 personnes qui vont intervenir. Tout d'abord donc Pascal Rogero qui est donc au master ingénierie de la transition des territoires. Ensuite Marie Attard donc, de Playtime Productions et suivi donc de Frédéric Bosquet de Terra. Donc, voilà un écosystème pour le XXIe siècle. Je vous laisse commencer. Merci. Est-ce que je peux avoir le câble pour... Merci. Bon, je vous ai fait une petite présentation pour accompagner mon propos. J'espère que ça va marcher. Voilà. Bon, eh bien écoutez, bienvenue à tous. Je suis un peu le régional de l'État puisque j'enseigne ici. Et je suis, comme l'a dit notre maître de cérémonie, responsable du M2 Ingénierie de la Transition. Je suis professeur de sociologie dans cette université, initiateur et cofondateur avec Georges Ders, ici présent, de l'Université populaire Edgar Morin pour la métamorphose. Bon, je remercie les organisateurs du FRES de m'avoir invité, mais là j'ai un petit problème, voilà. Et on m'a invité un petit peu pour poser le cadre, en tout cas c'était un petit peu ce qui m'a été dit par Bérénice Landel, un peu le cadre théorique. Alors moi j'ai pas cette prétention-là, parce que je suis pas un spécialiste de l'argent. Donc ce que je peux vous proposer, c'est à la fois prendre une casquette de sociologue, mais aussi de citoyen, peut-être plus encore de citoyen, pour essayer de vous dire comment moi je vois l'argent à partir de la pensée complexe d'Edgar Morin. C'est pour ça que je vous dis, brève considération sur la complexité de l'argent. Alors, bon, je vais partir de cette évidence, l'argent, un simple instrument technique. Je pense que tous les débats ont conduit à invalider cette perspective que l'argent était un simple instrument technique. Je voudrais simplement signaler que nous sommes dans une ère qui est dominée par la technique, et donc il n'y a pas de surprise vraiment très grande à voir un instrument technique particulier qui est la monnaie ou l'argent devenir quelque chose de structurant de la vie sociale. La technique a investi la vie sociale et l'argent au titre d'un instrument technique. Pour autant, ce geste élémentaire sur lequel on peut s'interroger, c'est un geste qui n'est pas aussi simple que ce que nous dit l'économie classique et néoclassique, qui renvoie essentiellement aux 3 fonctions que vous connaissez, mesure de valeur, moyen de paiement et réserve de valeur, avec l'idée que la monnaie serait une sorte de voile sur le fonctionnement réel de l'économie, mais ne changerait pas grand-chose. En fait, encore une fois, une vision exclusivement technique, instrumentale. Alors, en plus, le monétarisme de Milton Friedman a produit une sorte de dogme où, à cette conception de la neutralité de la monnaie, s'est ajoutée la nécessité de contrôler rigoureusement sa masse. Alors, c'est évidemment une représentation abusivement simplifiée, c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est une évidence pour beaucoup des acteurs ici, je pense par exemple à Fred Bosquet qui était très impliqué dans les monnaies locales, et qui l'est aujourd'hui à Terra, mais il y a une continuité. Alors, pour complexifier cette représentation, je voudrais mobiliser la pensée complexe,
dans trois de ces grandes dimensions. La dimension hologrammatique, c'est-à-dire le fait que dans une partie d'un système existe une réfraction du tout. La dimension récursive, c'est la boucle récursive, c'est-à-dire ne pas être dans la linéarité hein, d'une cause qui crée une conséquence, mais dans la coévolution. Et puis la dimension dialogique, c'est-à-dire la présence de logiques contradictoires au sein d'un même phénomène. Contradictoire et complémentaire, hein, ce qui est difficile à penser. Alors, je vais m'appuyer rapidement, hein, puisqu'on m'a dit 10 minutes, j'avais prévu 15, parce que Bérénice m'avait dit 15, mais peu importe. Si vous voulez, quand on constate cette conception simplifiée, technique, instrumentale de l'argent ou de la monnaie, on s'aperçoit que ça vient essentiellement de l'économie. Parce que les autres sciences sociales se sont toujours posées des questions depuis les origines de ces sciences sociales sur les fondements de la monnaie, les fondements de l'argent. Bon, il y a déjà chez Marx cette idée, si vous voulez, qu'avec le capitalisme, on passe d'un échange de marchandises avec le truchement de l'argent, mais l'objectif est la marchandise à cette séquence-là totalement nouvelle qui veut qu'à travers la marchandise, on recherche un surplus d'argent. Bon. Mais ensuite, c'est toute l'étude de la modernité qu'on trouve chez beaucoup de sociologues, plus ou moins connus. Max Weber en est un, Georg Simmel est beaucoup moins connu. Pourtant, Georg Simmel, si vous voulez, a une analyse dans son bouquin La philosophie de l'argent, une analyse très, très profonde. On peut discuter cette analyse, mais elle est présente dès 1900. Il publie son bouquin en 1900. Et puis, pour les Français, parce que là, c'est deux Allemands, et vous avez François Signon, qui est le représentant de l'école durkheimienne, de l'étude de la monnaie, de la sociologie de la monnaie. Et puis, en anthropologie, par exemple, vous avez Marcel Mauss, et toute une tradition d'anthropologie qui va bien poser la dimension symbolique de l'argent et pas simplement l'idée que l'argent serait un simple instrument matériel. Alors la dimension hologrammique de l'argent, c'est cette idée, si vous voulez, qu'à travers ce geste dans lequel on utilise, que ce soit une monnaie métallique, papier ou scripturale, ça ne change pas fondamentalement, on est au-delà de la technique. C'est-à-dire que ça renvoie, en fait, quand on utilise un instrument monétaire, ça renvoie à la totalité sociale. On ne se rend pas compte, on n'en est pas conscient, mais c'est ça qui se joue. Autrement dit, on croit qu'on est actif ou qu'on peut changer les choses par le bulletin de vote, je dirais, on participe à l'accréditation du système dominant, des relations dominantes, à travers l'usage exclusif de cet instrument monétaire. Et on n'a pas nécessairement conscience de ça. C'est souvent un domaine impensé par les citoyens qui voient, eux, comme leur disent la plupart des économistes, une fonction technique. La dimension récursive de l'argent, c'est cette idée que l'argent est quelque chose qui exprime la totalité sociale et en même temps l'influence. On ne peut pas concevoir l'usage de l'argent indépendamment de l'évolution de cette totalité sociale qui crée les conditions de l'argent. L'argent lui-même se diffusant modifie cette totalité sociale. C'est la dimension récursive qui crée une dynamique. Et puis, il y a la dimension dialogique. Alors, je reprends le schéma que j'ai utilisé pour la dimension récursive, mais la dimension dialogique, elle introduit ça. C'est-à-dire, elle introduit dans cette dynamique, si vous voulez, récursive, une pluralité de logiques que je fais apparaître ici sous les formes de couleurs différentes. Cette idée qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contradiction, une contradiction insurmontable qui est toujours présente. En d'autres termes, que l'argent peut avoir une action positive et aussi une action négative, pour le dire en des termes un peu simplistes. Mais il faut voir les deux dimensions. Donc on arrive, si vous voulez, à cette vision que l'argent n'est pas quelque chose d'isolé, mais renvoie à une totalité sociale qui dépend du contexte et de l'évolution de la société dans son ensemble.
et que dans cette évolution-là, il y a des dynamiques et des logiques contradictoires qui s'affrontent et se complètent en même temps. Donc on est dans une perspective qu'on pourrait qualifier de complexe. Alors l'idée d'une transformation, je dirais, par l'argent, parce que c'est aussi ça qu'il faut penser, c'est cette idée que dans cet usage de l'argent tel qu'il est défini officiellement, on peut introduire justement une autre forme, et je pense ici une autre forme d'argent, par exemple aux monnaies complémentaires, dans lesquelles on peut renvoyer à une autre totalité sociale, c'est-à-dire non pas un système tel que nous le connaissons, c'est-à-dire un système qui est dominé par des enjeux financiers, par une accélération du temps, par une subordination à cette logique des objets, mais au contraire, ou en tout cas différemment, à une autre totalité sociale qui pourrait être structurée, l'argent, le fonder sur une autre conception de la valeur que la simple valeur d'échange, mais une valeur, je pense par exemple à ce que dit Vivray sur la conception de la valeur, c'est-à-dire les forces de vie. Forces de vie. Bon, est-ce que la valeur que nous reconnaissons aujourd'hui permet d'entretenir et de promouvoir les forces de vie? C'est très discutable. Alors, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, mais... Encore une minute. Une minute. Alors, juste pour dire peut-être la dimension dialogique et quelques problématiques centrales dans la modernité. L'économie monétaire est très largement liée à, en tout cas sa diffusion, à ce qu'on appelle la modernité. Alors, ça, je crois qu'il faut bien l'intégrer. Et donc, prendre conscience de ce que la modernité a induit comme changement, et notamment de cette économie monétaire. Alors, si on suit par exemple Simmel, il y a cette idée qu'il y a du positif et du négatif. Il y a quelque chose, alors ça dépend des critères qu'on va fixer, mais disons, en quelque sorte, qu'est-ce que va permettre l'argent? La diffusion de cette économie monétaire, pour Simmel, c'est la déconnexion, si vous voulez, ou l'émancipation de l'individu par rapport à un contexte relationnel local. Dans le cadre du troc, dans le cadre des obligations non monétarisées, c'est des relations avec des personnes concrètes, qu'on connaît, avec lesquelles on a des liens. Avec la monnaie, justement, on va sortir de ce cadre relationnel-là pour, à la limite, définir ou accéder à un cadre spatio-temporel qui est indéfini. Ce qui fait qu'on peut utiliser cette monnaie, si vous voulez, sans s'inscrire dans un cadre local. Alors, ce que nous dit Simmel, c'est que ça va produire de l'émancipation individuelle pour lui, mais en même temps, si vous voulez, ça va amener, devenant dépendant d'une très grande partie de la population, l'individu va de plus en plus devenir seul. Par exemple, une sorte de dialogique. Alors, si j'avais eu un peu de temps, j'aurais pu développer un peu plus, parce que là, évidemment, je suis dans la superficie des choses. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup du coup pour ces éclairages autour de la monnaie. On peut se rendre compte que voilà, la monnaie c'est un outil bien plus complexe qu'un simple instrument qui est neutre et qui permet de donner des valeurs à des marchandises. Et maintenant pour passer dans peut-être des aspects un peu plus concrets de la vie d'une structure, moi j'ai passé la parole à Mariata, donc, qui est directrice de Playtime Production, et je vais te laisser nous présenter ce que c'est. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction qui était vraiment passionnante et très riche. Alors moi, je maîtrise moins l'exercice universitaire. Voilà. Je dirige une structure qui s'appelle Playtime Production. C'est donc un bureau d'accompagnement en production, comme on les appelle les BAP avec leur acronyme. Et donc c'est une structure qui existe depuis 10 ans. Et on produit des artistes
dans le spectacle vivant, donc en théâtre, en danse et en musique, notamment dans un secteur subventionné. Et on produit aussi des événements dans des tiers-lieux et dans l'économie donc de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. La particularité de Playtime, c'est que dès sa fondation, on s'est impliqué dans la gouvernance et l'animation de tiers-lieux. Donc d'abord à Darwin, à Bordeaux, que vous connaissez peut-être. Et ensuite, on est arrivé à Toulouse en 2016, aux Imaginations Fertiles, qui était à l'époque à Bellefontaine, et qui était à l'époque à Padoue et qui maintenant est à Bellefontaine. Et maintenant, on participe activement au tiers-lieu qui s'appelle le pôle économique, social et solidaire des Herbes Folles, donc où on est aussi sur la gouvernance et l'animation. J'ai juste préparé une petite introduction, c'est pour mon sujet dont je vais vous parler, qui est vraiment la culture. Donc pour moi, la culture, c'est comme l'argent, c'est ce qu'on a, ce qu'on reçoit et parfois ce qu'on donne. D'ailleurs, comme pour la monnaie et l'argent, on va parler de capital culturel selon la définition de Bourdieu et de Passeron. En France, on parle aussi d'exception culturelle depuis les années 1990. Pourquoi on parle d'exception culturelle? Pour évoquer le système spécifique français, qui est l'intermittence, la protection des œuvres, pour les protéger notamment des règles commerciales et de libre-échange. Donc cette expression elle repose sur le fait et l'idée que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres. D'ailleurs, en culture, on va parler de marketing culturel, c'est-à-dire on est à l'inverse. Ce n'est pas le marché qui définit le produit, mais l'artiste qui est bien libre de faire son propre spectacle. Et notamment, il y a une loi qui est très importante pour nous dans le secteur culturel, c'est la loi de Baumol, où la maladie des coûts. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi, c'est une loi qui a été formulée par Baumol et Bowen dans les années 1965. C'est donc la fondation Ford qui leur a commandité une étude pour notamment savoir pourquoi les théâtres à Broadway avaient très peu de rentabilité. Et donc, la conclusion de cette étude, c'était qu'on a en économie, enfin, je simplifie et ce n'est pas ma spécialité, hein, c'est un secteur progressif, donc c'est un secteur qui va rapporter de l'argent et du profit, et un secteur archaïque, donc en fait où ça ne va pas rapporter de l'argent, voire ça va être déficitaire et en perdre. Dans la culture, on est la plupart du temps dans un secteur archaïque, c'est-à-dire qu'on est dans un déficit systémique culturel. Donc une fois qu'on sait ça, on se dit comment dès lors accompagner, produire de la culture et des événements dans un système en crise et dans un système qui est par essence déficitaire. Et ça, c'est tout notre travail à la production et à Playtime, c'est-à-dire faire en sorte que sur chaque événement ou sur chaque production de spectacle, chacun soit payé à sa juste valeur. Et moi, je pense que je défends une posture, pour le coup, engagée, on va mettre des guillemets, mais en fait, je trouve que souvent dans les tiers-lieux, on va avoir tendance à considérer la culture comme quelque chose de festif et donc non rémunéré. Et je le vois aussi beaucoup dans les bars ou dans les endroits où on va proposer à des artistes de venir faire des spectacles, faire des concerts, et se dire c'est un plus, c'est distrayant, c'est du divertissement. Et donc, on peut les rémunérer au chapeau, on peut leur donner des bières ou un petit sandwich. Je me suis associée dès le début avec l'agence Intercalaire, qui est une agence d'occupation temporaire, pour aller faire de l'événementiel et de la programmation sur des tiers-lieux, et justement aller contre cette idée que beaucoup voulaient développer dans des tiers-lieux à Toulouse, à Bordeaux ou même à Paris, hein, et me dire, ok, on va faire de la programmation culturelle dans ces lieux, mais il faut chercher comment la financer, comment en faire aussi des lieux de création. Parce que ces lieux-là, qui sont des tiers-lieux dont on parle, c'est des lieux de création, des lieux où on produit beaucoup d'économies. Moi, je vois les Herbes Folles, on est passé de 25 à 50 salariés, de 5 entreprises à 12 entreprises. Voilà, et pour moi, il en est de même pour la culture. Donc une fois qu'on a posé ce constat-là, comment on va financer ça? Et c'est là où ce que je vous disais au début, pour moi, est important, c'est-à-dire s'appuyer sur des subventions publiques et défendre un droit culturel comme un bien commun. Voilà. Donc
C'est-à-dire la culture est ancrée dans la Constitution des droits de l'homme, on le sait, hein, chacun a droit à un accès à la culture pour tous. Et donc se dire, je vais aller chercher des financements pour proposer une programmation à la fois, moi j'aime bien dire une programmation populaire mais exigeante. Et donc faire un vrai travail avec les artistes, de recherche aussi d'artistes dans le quartier, et je travaille beaucoup en lien avec les écoles, avec les conservatoires. Et il y a un gros travail que je passe aussi, qui est un travail du coup pour sensibiliser les institutions à ces questions-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a encore 2 ans, quand j'ai rencontré la métropole sur ces questions-là, on nous renvoyait qu'on était dans une interstice qui était entre la culture, l'éducation populaire, le social, l'économie, et qu'il n'y avait pas de financement pour ça. Que soit on était dans un théâtre, soit on était dans un tiers-lieu, mais voilà, en tout cas, ils n'avaient pas de ligne de financement. Et là, je pense que depuis quelque temps, les choses sont en train de bouger, et il y a des nouveaux dispositifs qui naissent pour justement ces constats que je vous dis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais en citer quelques-uns. Je pourrais vous parler du Fonds d'innovation territoriale qui est porté par le ministère de la Culture, dont on a été lauréat là, pour un projet qu'on fait sur la maison Malpère. La maison Malpère, c'est une ancienne ferme à la ZAC Malpère, où on fait une programmation depuis 2 ans, une programmation qui est gratuite et ouverte à tous sur le quartier, mais où du coup chaque artiste est rémunéré et où on fait aussi des résidences et des créations sur place. On a aussi sensibilisé les aménageurs publics à ces questions-là, c'est-à-dire que les aménageurs publics ils vont donner des lieux qui vont être détruits, donc on est axé pendant 2 ou 3 ans, c'est le cas de Coco-Velten à Marseille, c'est le cas des Grands Voisins, de Grand Contrôle à Paris, et donc c'est le cas de la Maison Malpère ou de la Bouillonnante à Toulouse. Et là, depuis quelques temps, ils nous font confiance et ils nous donnent aussi des enveloppes pour faire de la programmation sur ces lieux-là. Donc, je crois que c'est fini pour moi. Ouais. Mais du coup, il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé dans l'intervention de Pascal Rogero, c'est ce concept de force de vie. Et je crois que s'il y a bien quelque chose qui apporte de la force de vie et dont on ne peut pas compter l'argent, c'est la culture. Et du coup, de défendre ça et de trouver des moyens pour qu'elle soit toujours financée à sa juste valeur. Merci Marie du coup pour ces précisions autour du monde de la culture et des limites un peu de prise en compte de l'argent dans son concept, je dirais, classique. Maintenant, on va passer la parole à Frédéric Bosquet de Terra pour nous montrer un peu comment dans un écosystème comme le sien, l'argent est pensé. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric. Donc, je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Terra, qui m'a largement dépassé aujourd'hui, même si là je porte la parole. On est une centaine de personnes à avoir quitté nos grandes villes pour venir habiter à la campagne. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la ville c'est le passé et que la campagne c'est le futur. Jusque-là ça va. Donc il y avait 4 questions, donc une grosse question qui est l'argent est-il en crise ? J'ai pris 3 sous-questions, je vais essayer de répondre en essayant d'être le plus court possible. Donc il faut bien me tenir. Bon, voilà. Et je vais essayer à la fois de donner les principes, on s'inspire beaucoup du travail d'Edgar Morin sur la notion d'émergence. L'émergence, c'est pas plaquer le passé sur le futur, sinon il n'y a pas d'innovation de rupture. Donc l'émergence, c'est plutôt des principes. On agite la matière, les hommes, les méthodes, ils sortent des trucs, et à partir de là, on renforce ce qu'on veut développer, et on continue. Donc souvent, quand on dit « mais où c'est que vous allez ?» je dis « je sais pas ». Alors déjà, c'est le deuxième. Ah merde, tu sais pas où tu vas ? Oui, parce que si je savais où j'allais, j'irais dans le passé, en fait. Donc je ne sais pas où, mais par contre, on y va. Et pour ça, on a un acronyme qui s'appelle « Tous ensemble vers un revenu d'autonomie ». Et là-dedans, beaucoup de choses sont dites, tous on prend tout le monde. On ne te demande pas d'où tu viens, on te demande où tu vas. Où tu as envie d'aller. Ensemble, on prend tout le monde, mais chacun avec son style de vie.
Moi, je ne sais pas ce qu'est un méchant capitaliste, je ne sais pas ce qu'est un bon marxiste. J'ai l'impression qu'ils ont des yeux, des oreilles, un nez, une bouche, un cerveau, un cœur. Bon, le cerveau est à peu près pareil pour tout le monde, donc du coup, on devrait arriver à discuter, parce qu'on n'a qu'une seule planète, il n'y a pas de planète B, enfin si, pour Elon Musk, il y a Mars, mais bon, on va attendre un peu pour y aller. Donc tous ensemble, on prend tout le monde avec son style de vie, et on essaie d'aller vers, tous ensemble, vers quoi? Vers un revenu d'autonomie. Et c'est à travers le revenu d'autonomie que je vais essayer de répondre à ces questions. Donc en 2013, j'ai tout quitté parce que justement, j'étais à fond dans les monnaies citoyennes locales, on faisait beaucoup d'interventions avec Patrick Milleray. On a rencontré des banquiers de premier plan, un ancien premier ministre, Rocard, je me souviens, on a présenté les monnaies citoyennes locales, c'était à la Fondation Jean Jaurès, et ils nous ont dit il n'y a plus de pilote dans l'avion. Je ne vous parle pas du directeur d'agence de Toulouse, les Crédit Coop, hein. Je parle du banquier de premier plan. Comme ça, cash, on demandera à Patrick. Hein, non, mais là, il n'y a plus de pilote, on ne sait pas où. Ok, du coup, je sais que les entreprises que je dirigeais aux salariés, en coopérative, je m'en vais pendant 9 mois dans les Alpes, dans un petit centre bouddhiste. Et puis, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que pourrait faire un entrepreneur humaniste pour aider à cette problématique-là. Et là, émergent 3 choses. La première, c'est qu'il y a des infrastructures invisibles. Ça, c'est la première question sur les invisibles et visibles. Il y a des infrastructures invisibles aujourd'hui qu'on ne voit pas et qui conditionnent notre activité dans le monde. Si vous prenez les meilleures personnes du monde, vous les asseyez devant un jeu de Monopoly, eh bien à un moment donné, il y a 2 phases dans le Monopoly, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus, c'est vachement intéressant. Dans la première phase, bon, il n'y a pas trop de différence, mais à partir du moment où on devient propriétaire, la deuxième phase, les facteurs sont de sang en fait. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui va à un moment donné avoir plus de propriété, il va forcément cumuler. Les autres, ils vont se retrouver à la fin, soit en prison, soit à payer des loyers. Donc, il faut changer les infrastructures invisibles. Ça, c'est compliqué. Alors, quelle est l'infrastructure invisible la plus puissante sur la monnaie? Eh bien, c'est la convention qu'on a passée entre nous pour utiliser cette monnaie. Une convention. La monnaie, si vous la bouffez, vous n'allez pas aller très loin. La monnaie est censée représenter de la valeur, force de vie, j'adore cette phrase de Patrick, je dis souvent. Et donc si on ne change pas la convention que l'on a pour échanger de la monnaie contre les marchandises, rien n'est possible. C'est pour ça que nous, dans Terra, tous ensemble vers un revenu d'autonomie, notre revenu, il est versé en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production relocalisée, durable, vitale aux habitants d'un territoire de vie, d'une trentaine de kilomètres autour de Tournon-Agenais. C'est très concret. Quand je dis très concret, cet argent, il a seulement pour but de valoriser en monnaie ce qui compte pour nous. Et qu'est-ce qui compte pour nous? Nos communs. Comment on définit les communs? À l'unanimité, puisqu'il n'y a pas de commun si on n'est pas tous d'accord sur les communs. Ce n'est pas la majorité à une voix près. C'est forcément, on est tous d'accord, sinon ce n'est pas des communs. Ça s'appelle ce que vous voulez, je ne sais pas quoi. Donc nous, nos communs, on les a définis pour l'instant, ça peut être remis en cause à n'importe quel moment. Ce sont une alimentation saine, relocalisée, de proximité, en circuit court. C'est de l'eau potable, recyclée sur place. C'est le recyclage de nos déchets, organiques en particulier, sur place, en essayant de ne pas en faire. C'est de l'énergie renouvelable, de proximité, pour des bâtiments durables, à l'usage d'habitation professionnelle, où on a optimisé ces bâtiments de telle façon à ce qu'ils soient nourriciers. Nourriciers, ça veut dire qu'ils produisent de la richesse, ils n'en consomment pas. Donc ça veut dire que ces habitats sont forcément positifs sur le plan énergétique. Et puis enfin, c'est tout un ensemble de services autour de la mobilité en partage, parce que dans les zones rurales, c'est très compliqué de se déplacer. J'ai mis 48 minutes pour me garer. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. C'est un mystère pour moi. 40 minutes, c'est long dans une vie. Hein. C'est super long, 40 minutes. Il faut rendre compte de tout ce que vous pouvez faire en 40 minutes dans votre vie. Bref. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de services autour de la transition écologique profonde pour accompagner les acteurs des territoires à changer leur comportement maintenant. Mais pas en les forçant, hein, on fait pas pousser les arbres en leur tirant sur les feuilles. Donc, mais en soignant le terreau. Et là,
là, je vais répondre à la troisième question par rapport à cette économie alternative. Et vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la seconde. Parce que, à un moment donné, si on veut accompagner les acteurs vers le changement, il faut arrêter de les considérer comme dans l'erreur. Quand je suis arrivé avec nos amis à Terra, dans la petite ville de 200 habitants, un petit village, on est arrivé avec tout ce qu'il fallait faire. Parce que c'est des cons. Ils n'ont rien compris, ces mecs. Ils foutent des produits chimiques dans les sols. Ils n'en ont rien à foutre de l'écologie. Au contraire, ils foutent des bottes de paille pour que les gens n'interviennent pas. C'est vraiment des connards. Non, c'est pas des connards. C'est la production, merci Edgar Morin, de notre société. Ils ont été créés par notre société, par nos modes de consommation. Et maintenant qu'on n'a plus besoin de ça, on les fout au banc des accusés, en oubliant que c'est des êtres humains, en disant agriculteur intensif, salopard. Et c'est qui a créé l'agriculture intensif? C'est nous. Hein. Donc si on veut commencer à les aider à changer, faut-il commencer à les considérer comme des êtres humains? Ça nous a pris 18 mois, nous, pour commencer à parler avec eux. Au début, ils avaient des panneaux « Non à l'éco-amont ». Et maintenant, le maire de Trentel, il est administrateur de nos sociétés coopératives d'intérêt collectif. Sa mairie est actionnaire parmi 56 actionnaires sociétaires. Et on vient de lever ensemble 840 000 € en 5 semaines pour construire le quartier rural de Lustrac. Pendant 18 mois, il a toujours dit « Vous devez vous rapprocher de nous. Vous devez faire l'effort de nous parler. » Et lorsqu'il est rentré dans la société coopérative d'intérêt collectif, on a fait un petit banquet. Ça va, j'ai le grand ça. On a fait un petit banquet. Et pour la première fois, il a pris la parole, j'avais la larme à l'œil, parce que c'est un être humain. Putain, sortons de ces rôles. Ah là là, les rôles, c'est l'enfer. Les statuts, les rôles, tout ça, c'est des conneries. Ça ne marchera pas si on ne contacte pas l'humain. Et donc, il a pris la parole et il a dit « Nous allons travailler ensemble. » Il est passé du « vous » au « nous ». C'est ça les valeurs immatérielles. C'est pas la technique qui va nous sauver. C'est pas les idéologies qui vont nous sauver. Tout ça, on dispose, tout ça, on a tout ce qu'il faut. La technologie, les ressources, les méthodes. Il y a des gens super compétents. Il n'y a jamais eu autant de chercheurs dans le monde que dans toute l'histoire de l'humanité. On va y arriver. Le problème, ce n'est pas ça. Pour moi, le problème, c'est la connexion avec les êtres humains. La connexion, le lien avec les personnes, pas avec leur rôle. Et si la cause est juste, si vraiment ce qu'on fait a pour objectif de relocaliser une production vitale aux habitants des territoires, si en plus cette relocalisation elle est faite avec une monnaie qui valorise ce qui compte pour nous, qui est produite par un écosystème coopératif territorial composé de toutes les parties prenantes de notre territoire, qui travaillent ensemble à rendre autonomos, ça veut dire être capable de faire ses règles par soi-même. Je ne vais pas parler d'autarcie, mais d'autonomie. Donc si tous ensemble on collabore à être autonome sur nos territoires, tout le monde va participer. Parce qu'on en a tous besoin en fait. Il n'y a pas de planète B. Et je vais vous donner un dernier exemple. Ça va, il reste une minute. Une minute. On a passé 18 mois avec une structure dont je ne vous donnerai pas le nom malheureusement, parce qu'on était sous contrat avec elle. Pendant 18 mois, on a travaillé au lancement du levée de fonds pour financer notre centre de formation, parce qu'on a passé quasiment autant de mois à passer 150 rendez-vous avec 50 structures financières de la société civile, publique ou privée, qui ne voulaient pas nous financer. Ils étaient tous OK sur ces super projets, vraiment, voilà, vraiment votre projet. Hein. Et dès qu'on leur demandait, mais vous avez des capitaux patients intérêts modérés, parce que nous, on va mettre 15 ans pour faire ce qu'on va faire. Et donc, si on veut commencer par s'occuper des gens et les remettre en lien, il va falloir utiliser notre capacité d'investissement pour financer des revenus aux gens qui vont s'occuper de recréer de la coopération sur ces territoires. Et donc, on voulait des capitaux patients intérêts modérés.
Et à chaque fois, on disait, mais non, on n'a pas de capitaux patient d'intérêt modéré. Et vous êtes qui, là, vous? Ah, vous êtes la Banque des territoires? Vous n'êtes pas là pour développer la ruralité? Et vous n'avez pas de capitaux patient? Mais vous connaissez les gens avec qui vous travaillez? Vous croyez que l'agriculteur ou les gens qui vont s'installer à la campagne vont rembourser 150 000 euros en 3 ans ou 5 ans? À combien? 6%? 6%, vous n'est pas compte, c'est 6% sur 15 ans. Bref. Et donc, on est prêt à lancer la levée de fonds après un travail de 18 mois. Et là, je reçois un coup de téléphone de l'institution financière qui me dit « Allô, Frédéric, voilà, capitaux patients intérêts modérés, ok, mais les intérêts modérés avec l'inflation à 6%, c'est pas possible, vous n'aurez personne. » Vous n'aurez personne. Personne ne vous prêtera à 10 ans à 2%. Et nous, on lui dit « Mais si. Parce que vous êtes entre eux et nous. Mais ce nous-là, eux et nous, c'est la même chose. C'est juste vous, en fait, qui ne voulez pas. Et donc, ils nous ont lâché 10 jours avant la levée de fonds. Je ne sais pas si ça vous dit, une levée de fonds en titre participatif, c'est très compliqué. Hein. C'est assez technique. Ok, on dit très bien, ben nous, on va le faire tout seul et on va vous montrer que ces gens-là, ils existent et qu'ils sont prêts à nous donner des capitaux patients d'intérêt modéré à 2%, alors qu'on est avec un taux d'inflation à 6%. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas financer que de la rentabilité financière, ils veulent financer de la rentabilité écologique et sociale. Et c'est une rémunération aussi, la rentabilité écologique et sociale. Il n'y a pas que la rentabilité financière pour avoir les risques. Et donc on se lance. Et en 4 semaines, on a levé 850 000 euros, avec 256 citoyens investisseurs. Et en plus, on a mis des titres de 10 euros, de telle façon que n'importe qui puisse venir. Et effectivement, c'est ce qui se passait. On a eu le plus petit apport, ça a été 10 euros, et le plus gros apport, ça a été 100 000 euros. Ça, c'était pour vous terminer sur cette histoire de financiarisation. La financiarisation, elle n'est pas inéluctable. Si vous connectez avec les personnes, si votre cause est juste, si vous allez vraiment vers de la production essentielle aux gens, les gens, ils ont envie de ça aujourd'hui. Ils ont vraiment envie de ça. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas trop comment le faire. Mais si on leur montre que c'est possible, je pense qu'il va y avoir des millions de gens qui vont le suivre. Je suis persuadé.